Netflix and chill, c'est quasiment un mode de vie. À l'origine de Netflix en 1997, deux entrepreneurs américains sont lassés d'aller au vidéoclub et ils ont l'idée de monter un Amazon du film. Ce service permettrait de louer des DVD reçus par la poste sans même avoir besoin de se lever de son canapé. Mark et Reed ont presque 40 ans quand ils se rencontrent au travail. Ils sont collègues dans une entreprise de logiciels de la Silicon Valley. Mark Randolph et Reed Hastings se retrouvaient tous les matins pour prendre la voiture et aller travailler à Sunnyvale. L'entreprise dans laquelle ils travaillaient a été vendue. Et donc pendant plusieurs semaines, ils vont passer leur temps de trajet, 1 heure de trajet en voiture, à chercher de nouvelles idées. Ils vont arriver, après plusieurs semaines de maturation, à cette idée que le marché de la location, à l'époque de cassettes vidéo, était peut-être un marché porteur, faisable. À ce moment-là, c'est la chaîne de vidéoclub Blockbuster qui domine le marché aux États-Unis. On devait se rendre dans un magasin pour louer une cassette, ce qui veut dire qu'on doit sortir de chez soi. On arrive dans un magasin, parfois on n'a pas le film qu'on veut trouver, ou la cassette est abîmée. Aux cassettes fragiles, Reed et Mark préfèrent directement le DVD, une nouvelle technologie qui se développe dans la Silicon Valley. Le DVD présente les deux qualités d'être beaucoup plus léger qu'une cassette et aussi beaucoup plus solide qu'une cassette. Netflix est ainsi créé en 1997 à Los Gatos, en Californie. Le nom Netflix est une association du mot net pour Internet et Flix, la contraction de Flix qui signifie film en argot. Comment expliquer sa success story ? Netflix la doit d'abord à la complémentarité du binôme. D'un côté, Reed est un ancien Marines diplômé de Stanford. Son profil d'ingénieur-entrepreneur rassure les investisseurs. Lui, son grand projet, en fait, c'était plutôt de s'intéresser aux solutions de software et de développer des solutions d'éducation massive, démocratique, assez peu, en fait, tournées vers l'industrie des médias un peu classiques. De l'autre côté, Mark est l'arrière-petit-neveu de Freud. Il a déjà créé plusieurs startups, dont une spécialisée dans la vente d'ordinateurs par correspondance. Il est texan d'origine, personnage beaucoup plus solaire, ouvert, expansif, qui a beaucoup d'idées, qui les multiplie, et alors que Reed Hastings a un esprit beaucoup plus logique, mathématique, et qui va systématiquement se demander la faisabilité, le marché, avec une mentalité assez typique de la Silicon Valley. L'une des clés de leur succès, c'est qu'ils ont su adapter leur business aux innovations de leur temps. Ils ont pris la vague du DVD qui s'est beaucoup développée avant aussi de freiner, et ils ont pris tout de suite la vague d'Internet qui s'est avérée massive. Dès 1998, le service bascule sur Internet et Netflix.com devient le premier site de location et d'achat de DVD. 2 ans plus tard, le duo innove encore en lançant un système de personnalisation de l'offre à la clientèle. De manière un peu automatisée, Netflix, grâce à une solution qui s'appelle Instant Watch, est en capacité de vous proposer des contenus, des programmes qui sont adaptés à vos usages, à ce que vous aimez. Quelque chose qui a été très astucieux, c'est l'idée de pouvoir ramener son DVD, l'échanger, l'envoyer par la poste et essayer comme ça de créer un flux, ce qui va leur amener à cette deuxième grande innovation, c'est-à-dire de ne plus payer le contenu de manière unitaire, mais de manière mensualisée, avec un tarif sur un mois qui va vraiment être un avantage comparatif très important par rapport à leur concurrence et qui va bousculer les façons de faire et les façons de financer des films et des contenus, y compris à Hollywood. L'entreprise est introduite en bourse en 2002, ce qui lui permet de lever des dizaines de millions de dollars. Il y a une métaphore qui est souvent utilisée dans la Silicon Valley, c'est David contre Goliath. D'une certaine façon, ils ont toujours été le petit poussé, ils ont toujours été un peu négligés, et ils s'en sont sortis avec beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de travail, beaucoup de soucis du client, et essayer d'armer tout leur travail avec des données sur les clients, des données sur la diffusion, des données sur la distribution, des données sur leur architecture de distribution, et ce qui leur a permis d'une certaine façon d'être concurrentiel et de gagner systématiquement des places dans un marché assez évolutif. Un virage important est pris en 2007. 10 ans après sa création, Netflix sacrifie son business de location de DVD et devient le service de vidéo en streaming sur abonnement qu'on connaît bien. C'est un vidéoclub virtuel, gigantesque, à domicile. Avec cet abonnement mensuel, vous avez des milliers de programmes à consommer, quand vous voulez, où vous voulez, au moment où vous le souhaitez. Si on regarde leur site web, la manière dont il a été construit, la manière dont il a été indexé, il y a énormément d'évolutions. Nous, on a tous, je suppose, en tête ce sigle très marquant, mais qui arrive assez tard, je crois, en 2014, où le Tatum, la musique, le générique, mais qui est aussi arrivé assez tard. Donc il y a cette espèce de trouble un peu de perception d'avoir, surtout pour les jeunes générations, l'impression d'avoir grandi avec une entreprise qui est finalement assez peu bougée, alors même que c'est une entreprise qui n'a pas arrêté de bouger, d'essayer d'innover. Et le fait que David devienne un Goliath était vraiment pas gagné. In the long term, we'd like to get to a third of French households subscribing to Netflix.
like we have in the United States. Avec la crise du Covid-19 et ses confinements, Netflix dépasse le cap des 200 millions d'abonnés en 2020. Cet usage massif va jusqu'à modifier nos pratiques de visionnage en introduisant par exemple le principe du binge-watching. Le temps libre devient un peu une aliénation avec Netflix, puisque ce rapport de dépendance, d'addiction, Netflix apporte une réponse tout de suite toute faite, là où on pourrait peut-être avoir un rapport plus riche, déroutant. Et en l'occurrence, ce que nous apprend Netflix, à travers cette espèce de généalogie de la paresse, c'est-à-dire de donner un accès toujours plus rapide, efficace à ce qu'on a envie de voir tout le temps, tout de suite. Ça s'inscrit dans une histoire un peu plus longue. Le spectacle était originellement un partage, et même les grandes industries culturelles sont plutôt des arts collectifs. La tendance vers laquelle tend Netflix est plutôt de privatiser cet art collectif.